Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes entre Noël et le jour de l'an et nous approchons de 2022 et j'aimerais bien faire un point symbolique sur ce que l'on appelle le phénomène de bouc émissaire. Parce que aujourd'hui, les députés sont en train de débattre d'un pass sanitaire. Il y a des tensions qui montent dans la population et on voit les caractéristiques du principe du bouc émissaire qui se développe depuis quelques années de manière très inquiétante. Et j'aimerais faire le point tout d'abord historique sur ce phénomène et puis expliquer un peu comment on peut en sortir. Alors, au niveau historique, le principe du bouc émissaire, ça remonte à plus de 2000 ans, puisqu'on voit apparaître les premiers textes sur la Grèce antique avec justement le mot bouc émissaire, et on va désigner sous ce vocable quelqu'un qui va après être traduit sous le terme de malfaiteur, quelqu'un qui fait mal ou qui fait du mal. Mais dès le début, on va désigner ainsi une victime expiatoire, c'est-à-dire quelqu'un qui va payer la faute des autres, et donc quelqu'un qui est relativement innocent en fait. Donc le bouc émissaire, le principe, c'est qu'on va sacrifier quelqu'un d'innocent pour racheter le péché des autres. Alors on va voir se développer aussi cette notion dans le judaïsme, dans le Lévitique notamment, où on va désigner le terme d'Azazel. C'est aussi une sorte de bouc, peut-être un démon du désert, on ne sait pas trop. Mais en fait, quelque chose de méchant, mais qui est en fait innocent. Et c'est lui qui va, pareil, expier pour la faute des autres. Et on va trouver le summum de cette expression dans le sacrifice du Christ, puisqu'on va nous dire qu'il est mort pour racheter la faute des autres. Et alors, ce qui est paradoxal, bien sûr, vous l'avez tous constaté, c'est que depuis 2000 ans, on paye toujours cette faute comme si non seulement elle n'était pas expiée, elle n'était pas annulée, mais qu'en plus elle avait grandi. Pour tout ça, parce qu'en fait, la charge de culpabilité liée au principe de bouc émissaire, elle est très puissante, et on va la voir être portée par le peuple juif notamment, parce que ce sont les Juifs qui ont tué le Christ, l'un des leurs. Et le summum du bouc émissaire, ça va être justement le peuple juif du temps du nazisme et d'autres pays, parce que la France a bien participé à ce principe-là. Le peuple juif va devenir le bouc émissaire de tout le monde, et on va donc aller jusqu'à essayer de l'exterminer, de tuer tous les Juifs. Et bien sûr, ça va non seulement servir à rien, mais accroître, comme dans l'épisode du Christ, ça va encore accroître la charge de culpabilité des survivants. Bien, ça c'est ce qu'on constate et que la psychologie a bien évidemment analysé. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'aspect symbolique. Et puis de voir comment ça se manifeste et pourquoi ça se manifeste à l'intérieur de nous, évidemment, parce que voir les choses dehors, c'est intéressant, mais ce n'est pas très utile parce que tout le monde fonctionne comme ça. Alors, il faut savoir qu'il y a des principes pour que ça marche. D'abord, on va bien le repérer avec la crise sanitaire. Le principe du bouc émissaire, c'est un phénomène automatique quand il apparaît quelque chose que l'on va étiqueter sous le terme de mal. Par exemple, le virus, c'est le mal, c'est le diable. Il vient nous punir d'une faute qu'on ignore, qui est inconsciente. Et donc, dans notre inconscient aussi, il va falloir qu'on rachète cette faute. Le principe du mal qui arrive par la maladie, c'est aussi bien connu en psychologie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait quand le virus est arrivé? On a commencé par punir tous les gens qui étaient en bonne santé, c'est-à-dire les innocents. Et on les a interdits de sortir, de se voir, de faire la fête, de faire du sport, d'aller dans des spectacles, etc. Donc il y a une punition envers une population bouc émissaire qui est l'ensemble de la population. Mais c'est pas très pratique parce que punir tout le monde, c'est pas vraiment un bon principe parce qu'il y a des gens qui vont dire « moi je vois pas pourquoi on me punit ». Donc dans la première partie de notre histoire, il y a eu des victimes expiatoires, c'est-à-dire il y a des gens qui sont morts pour racheter la faute des autres.
Et la première population qui a expié, qui a payé la faute, ça a été les personnes âgées, où on s'est rendu compte que finalement, on a pris des décisions pour faire en sorte qu'ils soient triés et qu'ils n'aient pas accès aux soins parce que les hôpitaux étaient débordés, X raisons. Mais dans les résultats, on a sacrifié une partie de la population. Ça n'a pas suffi, l'épidémie est toujours là. Alors, deuxième partie, et c'est là où on va voir que le principe du bouc émissaire va se transférer d'une population à l'autre, c'est sans fin ce truc-là, c'est que si ça n'a pas marché là et qu'on a toujours la faute à payer, sous le vocable de maladie, eh bien en fait, il va falloir trouver un autre bouc émissaire. Donc deuxième bouc émissaire qu'on a trouvé, ça a été les jeunes, les enfants. Les enfants, ce sont eux qui contaminent les personnes âgées. Alors là encore, on constate bien sûr que la population que l'on va désigner est une population innocente, toujours. Ce n'est jamais des vrais coupables, c'est des gens présumés innocents ou en tout cas relativement innocents. Donc on désigne cette population-là. Et puis on va continuer à avoir toujours les mêmes problèmes, donc qu'est-ce qu'on fait? On va encore changer. Quoique pour les enfants, on n'a pas fini d'aller vers la punition, puisqu'on va maintenant essayer de les vacciner. Bon. Toujours sous prétexte qu'il serait une population qui contamine les autres. Mais on a désigné d'autres populations minoritaires, comme des boucs émissaires, notamment les soignants qui ne se faisaient pas vacciner à l'automne. La punition, ça a été de les virer du système de santé, c'est-à-dire de faire en sorte que ces populations-là ne puissent plus exercer leur profession dans le domaine de la santé. Et on connaît les suites qui ont été les conséquences, c'est que du coup, les hôpitaux ont du mal à recruter et du mal à soigner, puisqu'ils ont moins de soignants. Mais tout ça, ce sont des phénomènes classiques, hein. Je vous explique juste le processus pour que vous voyez qu'en fait, tout ça, c'est des enchaînements inconscients et automatiques. Et donc, le dernier acte de ce processus, c'est de désigner la population des non-vaccinés comme étant les responsables, donc les boucs émissaires de la maladie. Et toujours avec le même résultat, c'est qu'on sait déjà par avance que ça ne va pas marcher, parce que même en admettant que tout le monde se fasse vacciner un jour, on sait bien que la maladie, le virus, va muter et continuer à faire des malades, et que donc on devra encore trouver une autre population bouc émissaire, toujours dans le même principe de racheter la faute et de payer pour les autres. Bon, c'est un principe vieux comme le monde, et on peut se demander pourquoi est-ce que l'on fait ça, et comment ça marche. Alors, du point de vue de la population, ce que l'on sait, c'est que pour que ça marche, il faut que ça soit à peu près admis au niveau intellectuel. C'est-à-dire que quand, par exemple, quand un gouvernement va dire les coupables, ce sont les non-vaccinés, il faut que ça soit un peu argumenté scientifiquement. Il faut qu'il y ait des études, qu'on puisse se baser sur des critères à peu près rationnels pour qu'on puisse gober le principe du bouc émissaire. Sinon, on ne va pas y croire. Donc si on vous dit oui, c'est la faute aux martiens, personne ne va y croire. Mais par contre, si on vous dit c'est la faute aux non-vaccinés et qu'on vous dit en même temps il y a plein de non-vaccinés dans les hôpitaux, personne ne va aller vérifier de toute manière. Et on ne peut pas savoir exactement ce qu'il en est, mais c'est un argument qui va suffire. Ça c'est le premier critère. Deuxième critère qui va être aussi fondamental, c'est que la population qui accuse l'autre, c'est-à-dire par exemple les vaccinés qui accusent les non-vaccinés, il faut qu'ils croient sincèrement que, effectivement, la population bouc émissaire est coupable. Donc il faut vraiment que les non-vaccinés continuent de croire que les vaccinés, continuent de croire que les non-vaccinés sont les responsables de la maladie. Alors donc pour ça, on va entretenir des informations qui vont dans ce sens-là, etc., etc. Vous connaissez tous ce principe. Et troisième critère, qui est lui aussi fondamental, c'est que la population accusés, la population bouc émissaire, les non-vaccinés, se sentent un peu coupables. Parce que s'ils ne se sentent pas coupables, ça ne marche pas. Alors, au Moyen-Âge, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'au Moyen-Âge, on accusait les pestiférés, ceux qui avaient la peste, les lépreux, ceux qui avaient la lèpre, et
ils se sentaient d'autant plus coupables que réellement ils étaient malades. Donc ils pouvaient se sentir effectivement contaminants pour les autres, une population paria, et donc être mis à l'écart leur semblait logique, puisqu'ils étaient porteurs d'une maladie. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que les populations qu'on accuse sont des populations qui vont bien. C'est-à-dire que le langage, en 1000 ans, il a complètement évolué, et que ce qui devient des boucs émissaires actuellement sont des gens comme les enfants qui ne sont pas malades, les gens qui sont en bonne santé, les porteurs sains, les cas contacts, les cas positifs, les asymptomatiques. On a trouvé plein de termes pour désigner des populations saines et en bonne santé comme étant responsables d'une maladie qu'on ne voit pas. On est toujours en train de lutter contre un ennemi invisible et ça, on verra, c'est fondamental. Bon, ça, c'est vraiment la base du fonctionnement dans le public. Il ne faut pas oublier que les gouvernants utilisent le principe du bouc émissaire pour une autre raison. Un gouvernement, il va désigner une population bouc émissaire, comme par exemple le nazisme va désigner les juifs comme bouc émissaire, et notre gouvernement actuel va désigner les non-vaccinés comme bouc émissaire, pour une raison simple, c'est que ça va leur permettre de se dédouaner de toute responsabilité sur leurs décisions. Ils vont dire, moi j'ai pris les bonnes décisions, mais ces bonnes décisions n'ont pas marché parce qu'il y en a, comme ils disent, qui n'ont pas joué le jeu. C'est-à-dire que si tout le monde avait obéi à mes directives, si tout le monde avait respecté les masques, les barrières, les gestes barrières, tous ces trucs, en fait, le virus se serait arrêté. On peut en douter, mais on peut en douter vraiment beaucoup, parce qu'on se rend bien compte que quelles que soient les mesures que l'on prend, les courbes d'épidémie de virus, elles ont une courbe ascendante, croissante, hein, et puis décroissante, parce que c'est la durée de vie du variant ou du virus, et que toute la vie fonctionne sur des cycles comme ça. Mais ça, c'est sans doute trop rationnel et trop simple pour venir à bout du principe du bouc émissaire. Il y a une blague que je vous partage, qu'on attribue à Churchill en tant que gouvernant, qui explique bien le phénomène. C'est Churchill qui est battu aux élections et il va remettre 2 enveloppes à son successeur en lui disant « Écoute, je sais que tu vas avoir des problèmes pour gouverner ce pays. Quand tu auras des problèmes, ouvre la première enveloppe. Et puis si ça revient, ouvre la deuxième enveloppe. Tu trouveras la réponse. » Et effectivement, au bout de quelques mois, le successeur de Churchill a des problèmes, des grèves, des manifestations. Il ouvre la première enveloppe et il dit « Mets-moi tout sur le dos. Dis que c'est de ma faute. » Principe du bouc émissaire. Donc il va à la télé, puis il dit « Ouais, mais tout ça, c'est la faute de mon prédécesseur, c'est parce que les décisions, etc., etc. » Et donc, effectivement, ça marche. La foule se calme, les gens reprennent le travail, et les désordres sociaux vont s'apaiser, jusqu'à quelques mois plus tard où ça recommence. Et là, il ouvre la deuxième enveloppe, et dans la deuxième enveloppe, il est marqué « Prépare 2 enveloppes ». C'est-à-dire, c'est foutu, ça marche une fois, mais ça ne marche pas 2 fois. C'est-à-dire que le principe du bouc émissaire ne peut pas fonctionner 2 fois. On ne peut pas continuer à dire qu'une population est responsable de tous les maux de la planète, quand on s'est rendu compte que même en accusant ou en faisant expier à cette population le problème continue. Donc on est obligé de changer de bouc émissaire. Et c'est pour ça que c'est sans fin. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour qu'on regarde tous attentivement ce qui est en train de se passer, parce que le problème, c'est que ces principes de bouc émissaire et d'accuser des innocents va créer et générer de la violence. On la sent déjà arriver. Et que cette violence, elle est peut-être moindre, mais elle existe quand même en potentiel, et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, parce qu'on a vu que pendant la dernière guerre, le principe d'accuser les Juifs, ça avait fait des millions de morts. Et qu'on n'est peut-être pas obligé de repasser par des millions de morts pour se rendre compte que tout ça est débile et repose sur des schémas complètement dépassés. Alors, c'est quoi le schéma? Eh bien, le principe du bouc émissaire, il est lié à l'apparition chez l'humain de la notion de bien et de mal. On situe à peu près l'origine en Mésopotamie, quelques siècles avant Jésus-Christ, et on va le constater par Mani, le
le fondateur de ce qu'on appelle être manichéen, vous voyez, faire diviser le monde entre bien et mal. Donc les forces de lumière et les forces des ténèbres, ils appelaient ça. On parlait aussi de ça dans la secte essénienne dont ferait partie Jésus, qui se réclamait des fils de lumière et luttant contre les fils des ténèbres. Et cette façon de diviser le monde en deux, entre gentil et méchant, entre lumière et ombre, est en fait une forme de dualité qui est diabolique. Vous voyez où je veux en venir, c'est qu'effectivement, la partie qui nous fait croire qu'il y a une séparation, une division, qu'on appelle diabolos dans la tradition, le diable, est une partie qui nous fait penser de manière duelle, en divisant les phénomènes. Donc quand il y a quelque chose qui nous apparaît être le mal, comme une maladie par exemple, eh bien en fait, notre mécanisme automatique, ça va être d'essayer de s'innocenter soi-même, et pour ça, d'accuser des coupables extérieurs, les fameux boucs émissaires. Et évidemment, ça ne va pas marcher, puis comme on vient de le voir, pour des raisons simples, c'est que ça n'existe pas comme ça. On sait que le bien et le mal, comme je viens de l'expliquer, ce qui était le mal désigné comme le mal au Moyen-Âge, c'était des malades, et actuellement, ce qui est désigné comme le mal, c'est des gens bien portants. On voit bien que la notion de bien et de mal, elle est complètement loufoque, et que, on le dit d'ailleurs dans un proverbe simple, on dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». C'est-à-dire que quand quelque chose nous est proposé, notamment par les gouvernements comme étant des bonnes intentions pour nous, hein, les gouvernements agissent souvent comme des pères ou des mères qui dirigent des cours de récréation, ils nous infantilisent pour nous faire passer leur truc. La population n'est pas infantile, elle se dit tout de suite, on me cache quelque chose et on veut obtenir quoi de moi. Donc on va chercher les intentions cachées derrière tout ça. Donc on sait très bien que ce qui se part de bonnes vertus et de bien est en fait souvent un moyen de camoufler des intentions un peu moins avouables. Donc ça c'est l'humain. Mais voyons bien que la notion de bien et de mal, elle n'existe pas. Alors question, pourquoi est-ce qu'on continue à faire semblant de fonctionner comme ça? Pourquoi est-ce qu'on continue de croire à la division et de croire au fait qu'en désignant une population comme bouc émissaire, on va pouvoir tirer son épingle du jeu? Et vraiment, dans la situation actuelle, c'est très très intéressant parce qu'on se rend compte que la population dite normale, celle qui est dans le bien, celle qui est vaccinée par exemple, n'a pas pour autant beaucoup plus d'avantages que la population que l'on va ostraciser et qu'on va dire coupables, les boucs émissaires, c'est-à-dire les non-vaccinés. Finalement, les vaccinés n'ont que des privilèges pendant un certain laps de temps, jusqu'à la prochaine contrainte qui se présentera sous forme de dose ou de réglementation qui vont venir aussi les limiter. Donc on se rend compte que tout ça c'est du pipeau et que le principe de base repose sur un paradigme bien-mal qui est complètement dépassé, complètement démodé, qui a 2000 ans d'histoire, et pendant 2000 ans, la lutte du bien contre le mal n'a absolument pas prouvé que c'était vrai et que ça marchait. Au contraire, on se rend compte que plus on agit pour le bien, plus ça nous fait faire du mal. Alors, je vous invite, pour méditer ça, à aller voir une vidéo récente qu'on a fait avec Rose sur les 3 cadavres du taoïsme, qu'on a appelé les 3 dictateurs, et notamment sur celle qu'on appelle la demoiselle blanche, celle qui cherche à être innocente et qui pour cela va essayer d'accuser l'environnement ou les autres pour se parer de belles vertus. Et ce mécanisme-là, il est en train de faire des ravages dans notre société, et tout le monde fonce droit dans le panneau, et on ne se rend pas compte que ça va créer encore plus de divisions, et puis que ça pourrait nous amener à des conflits, c'est-à-dire à autre chose que du simple verbe. Parce que quand les gens en ont marre de tout ça, effectivement, ils peuvent en venir aux mains, et c'est pas ça qui est vraiment souhaitable pour notre société. Enfin, moi, je ne le souhaite pas pour moi, donc je fais ça, c'est-à-dire que je regarde ma culpabilité, mon sentiment de culpabilité, je le regarde, je le traverse, je dis oui, et alors, et je n'ai pas à acheter ou à prouver mon innocence, donc je n'ai pas à accuser qui que ce soit
pas plus les labos pharmaceutiques que les gouvernants, que le virus, que les vaccinés, que les non-vaccinés et que sais-je. Je m'en fous, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est juste ma culpabilité existentielle. Comment je la gère? Qu'est-ce que j'en fais? Et je n'ai pas à embêter les autres avec mes problèmes. Moi, je vous invite à faire ça et à vraiment regarder ça attentivement parce que toutes nos petites décisions individuelles, elles vont avoir un impact sur le collectif et vraiment, il faudrait que ça se calme. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon début d'année 2022. Allez, à bientôt.